Monsieur Francky Zapata, comment s'est passé effectivement le retour? On s'attendait effectivement que ce soit difficile. Quel est votre état d'esprit à ce moment? Écoutez, malheureusement, dans ma vie, j'ai eu bien plus d'échecs que de réussites. Donc les échecs, généralement, ils passent plutôt inaperçus. Là, c'est devant tout le monde. Donc c'est sûr qu'ils sont plus médiatisés, mais honnêtement, ils font pas plus mal. Je savais très bien qu'on n'avait pas loin d'avoir 100% de chance de réussite. Comme je l'ai dit, si on avait écouté que le rationnel, il fallait encore reporter. Mais écoutez, comme je l'ai dit, il faut sortir de la zone de confort et on n'apprend jamais autant qu'avec un échec. On savait qu'il y avait encore des parties de la machine qui étaient redondées. C'est-à-dire quand on dit redondées, nous on parle de combien de risques on a de se tuer avec cette machine. Aujourd'hui, on est aussi safe qu'un avion. On est grosso modo à une chance sur 1 million d'heures. Donc en cas de perte de moteur, la machine elle vole encore. Mais nous, en fait, on s'est focalisé sur ça. Et on a oublié le fait que si on fait une mission où on traverse la mer, il faut arriver de l'autre côté. Et ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'était planifié de n'importe quelle défaillance moteur. C'est pour du récréatif. Ben, tu te poses, tu dois pouvoir voler quelques minutes sans danger, au moins 5-6 minutes, et te poser. Mais continuer à traverser une dizaine, vingtaine de minutes, ça, c'était pas prévu depuis le début. En venant ici, on s'est dit, bon, il faut quand même compter sur notre bonne étoile, parce que ça, c'est pas réglé. Et c'est quelque chose qu'on devait régler dans le futur, parce que si on veut aller vers la mobilité et qu'on veut survoler les centres-villes, ben, tu ne peux pas te poser forcément où tu veux. Mais on s'est dit, peut-être qu'il aurait fallu l'anticiper avant. Ouais. Le problème qu'on a également, c'est que, par exemple, la réglementation dans laquelle on veut voler aux États-Unis pour qu'on puisse avoir un business model, c'est l'ultralight, ce qu'on appelle le Part 103. Et ça, on est extrêmement limité par le poids, c'est maximum 115 kg. Il y a des problèmes qu'on peut régler, mais qui prennent un peu plus de poids. Et donc du coup, on s'est, je pense honnêtement, un peu perdu là-dedans. Oui. La conclusion que je pourrais faire aujourd'hui, c'est ça. Entre une machine pour faire un défi qui sort du cadre d'utilisation du air scooter, qui est de traverser une mer pendant plus de 35 km. Tout à fait. Et d'autre côté, d'avoir une machine qui est récréative et capable juste de ne pas tomber et de se poser quand il y a une défaillance. Et du coup, ben, je pense qu'il faut séparer les deux problèmes, pas résoudre tous les problèmes de notre vie en une fois. Il faut accepter de prendre peut-être 2-3 kilos et avoir cette redondance qu'on imaginait dans le futur, parce qu'elle est là, on sait quoi faire pour imaginer qu'on a perdu un bras thermique, on consommait, du coup on s'est mis à consommer presque 5500 watts, ce qui n'est pas habituel, mais on arrivait à en produire 5000. Donc en fait, on est à 500 watts près, quoi. Donc en gros, on sait comment être capable de les produire, ces 500 watts, et on sait comment redonder tous les systèmes, parce que je pense, je n'ai pas encore rejoué tous les logs, mais à l'expérience, je dirais que c'est une pompe à essence qui s'est arrêtée. Donc, votre problème que vous avez eu aujourd'hui, c'était effectivement un moteur thermique qui s'est arrêté. C'est un moteur thermique qui s'est arrêté, c'est certainement lié à une pompe à essence. Alors, oui. Je ne suis pas sûr encore à 100%. Alors, honnêtement, on n'a pas des pompes à essence conventionnelles, parce que pour des questions de sécurité, on ne voulait pas propulser l'essence depuis le bas, oui. On voulait l'aspirer depuis le haut, au cas où il y avait la moindre fuite, qui n'est pas de danger. Pareil, on s'est un petit peu perdu dans ce cheminement. On était en train de remettre ça en question avant de partir. Et je pense que c'est ça qui a été défaillant. Je pense qu'on a eu un problème d'aspiration. Vous voyez, on aspire de l'essence à plus de 2 mètres. Et l'essence se met à cavité, elle se vaporise à une pression très très basse. Je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé. La température, on ne sait pas. La machine peut être restée trop longtemps arrêtée. Il y a une bulle qui est passée, l'essence a chauffé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je dirais 90-95% une pompe à essence. Et si c'est ça, ben, c'est parce que notre système n'est pas trop conventionnel, mais on peut le rendre conventionnel. Donc on a trouvé des clés, mais on les a trouvées trop récemment, et puis après on est toujours pris dans le doute, quel choix? Est-ce que tu repars sur un système qu'on a imaginé qui est mieux, mais tu n'as pas d'expérience? Est-ce que tu restes comme c'est? Donc il nous manquait un peu de temps, mais comme je le disais avant, c'est facile de parler après. Oui. Mais il manque toujours du temps. Tu te sens jamais prêt, donc voilà, elle n'était pas vraiment. Mais bon, voilà. À quel moment vous vous êtes dit maintenant, il faut qu'on fasse demi-tour pour ma sécurité? Ah ben là, instantanément, dès que le moteur s'est arrêté, j'étais avec mon équipe, je suis plus loin d'Angleterre ou de France, ils m'ont dit bon, rentre. Je suis rentré, donc là j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai volé en crabe pour soulager justement la machine du côté où le moteur est arrêté. Mais en crabe latéral, elle se bat pour le lasser, c'est vraiment pas. C'est même vraiment pas facile au niveau énergie pour la machine. Et puis j'ai tenté jusqu'au bout.
Et puis après, j'ai vu qu'il y avait un moteur arrière dans mes logs qui s'est arrêté parce que la batterie tombe à 0%. Oui. Donc là, j'avais un moteur arrière arrêté, un moteur thermique arrêté. Adrien, qui est le chef de la sécurité des vols, il me criait Améry, Améry, Améry. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc du coup, je me suis mis en stationnaire. Je suis descendu près de l'eau. Je me suis mis à 1,52 m de l'eau. Et je me suis dit, peut-être par hasard, en se mettant à plat, je consomme un peu moins d'énergie, ça va essayer de reprendre les batteries. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autonomie en essence, donc j'avais le temps de le faire. Puis après, j'ai vu le moteur qui s'est arrêté. J'ai vu le moteur 1 qui s'est arrêté. Il y avait 3 moteurs arrêtés. Je me suis dit, bon, et là, j'ai tiré le système d'arrêt d'urgence et voilà. On a vraiment une défaillance sur un moteur et aujourd'hui, ne pas être capable de traverser avec une défaillance moteur, on le savait, mais du coup, c'est un peu pile ou face, quoi. Et donc, voilà, il faut qu'on règle ce problème-là pour retraverser. Mais je vous dis, si on fait abstraction de la réglementation ultralight, il nous faut quelques jours pour régler ce problème-là. On s'est un peu perdu, je pense. Mais bon. Justement, vous comptez retenter la traversée au bout de quelques jours ou vous allez prendre du temps pour continuer ces réparations comme vous espérez le faire? Déjà, il faut reconstruire une machine, donc on n'en a pas une deuxième de prête. Vous ne pouvez pas récupérer la machine que vous avez? Si, bon, on a plein de pièces qu'on a déjà, des fois par 10. C'est plutôt au niveau des moteurs thermiques, parce que c'est des nouveaux moteurs thermiques qu'on a, c'est des tout nouveaux moteurs. Mais en même temps, on a toujours les moteurs d'ancienne génération qui peuvent nous permettre de revoler, pour revoler quasi immédiatement à la maison. On peut revoler certainement, peut-être pas lundi, mais mardi, pour peut-être réessayer ces systèmes qu'on a en tête et en parallèle reconstruire. Bon, elle est tombée dans l'eau, mais c'est des moteurs qui résistent à ça, donc on peut repartir assez rapidement. Maintenant, combien de temps il va nous falloir pour régler vraiment ces problèmes et finaliser les tests? Honnêtement, on avait essayé de la perte d'un moteur avant. Ça, on avait vu qu'on pouvait continuer et traverser avec un moteur avant arrêté. Après, on avait fait la perte d'un moteur arrière. Là, c'était dur. Mais par contre, on avait trouvé une solution en volant en marche arrière. Et en volant en marche arrière, ça passait. Moteur latéral, on s'est dit, waouh, là, ça va être dur. Mais on n'a même pas eu le temps de tester. La machine, je vole dedans depuis peut-être quelques semaines. C'est là où peut-être on a été peut-être un peu trop optimiste. Mais, et là, oui, le vol en crabe, ça passe pas. Donc, ça passe pas, mais pour pas beaucoup. C'est ça qui est frustrant. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait consommé 10 000 watts et un produit 5000, là, on se dit, bon, on est à côté de la plaque, mais il nous a manqué 500 watts. Donc, oui, il ne faut pas grand-chose. Il ne manque vraiment pas grand-chose. À un moment, vous avez eu peur? Non, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller dans l'eau, ça c'est sûr. Non. Ah oui, j'avais un gilet de sauvetage. Et non, honnêtement, tout s'est passé comme ça devait se passer, sauf qu'il y avait la mer dessous. C'est ça en fait le seul problème, c'est qu'en fait, on était en train de faire une traversée, mais si ça avait été une opération normale, comme on fait d'habitude, ben, on rentrait, on se posait, et RS. Donc là, c'est en poussant un peu les limites de ce qu'on s'était fixé, qu'on s'aperçoit de problème. Mais en même temps, vous voyez, c'est un problème qu'on s'est dit, on travaillera dessus dans les années futures pour la mobilité. Et il va falloir y travailler dessus maintenant et anticiper le travail, c'est toujours que positif, mais bon. Voilà. C'était une première aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu franchement du plaisir à traverser la Manche? Ah mais c'était extraordinaire. Alors j'étais un petit peu, pour être honnête, j'étais un peu dans tous les paramètres, j'avais des trucs qui allaient, des trucs qui n'allaient pas, je checkais, bon, tout était approximativement bon. J'avais une alarme qui n'arrêtait pas de sonner parce que un système de contrôleur de vol, il n'était pas content parce que d'habitude il a les antennes spéciales GPS, mais ici, la Manche, on n'était pas relié, ça s'appelle le système RTK, et il n'était pas relié, donc du coup, on avait des petits problèmes. Mais bon, c'était nominal, mais ça me perturbait un peu d'avoir des bips dans mon oreille. Mais sinon, tout allait bien. Mais bon, après, je me suis dit, bon, allez, oublie cette alarme, c'est pas grave. De toute façon, l'équipe me disait qu'il n'y avait pas de souci, c'était juste un petit dépassement de niveau. Le cas échéant, je vous offre une baguette magique. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir apporter à votre équipe et à vous pour votre prochain projet? Garder notre motivation. Je pense que on a tout ce qu'il faut. Sincèrement. On a une équipe formidable. Le temps, si vous voulez, j'ai une baguette magique, j'aimerais que les journées fassent 48 heures. Ouais. Ça, c'est clair. Mais bon, ça, c'est pas possible. Donc, on va essayer de faire déjà bien de 4 heures, ça va déjà bien. Il y a 6 ans, vous étiez là. Aujourd'hui, effectivement, 6 ans après, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles ambitions. On retrouve un Franck Zapata encore plus motivé qu'il y a 6 ans? Ben, je suis toujours autant motivé. Il y a 6 ans, j'avais des rêves, j'avais cette envie d'arriver à faire une boîte autour de l'aviation qui puisse en vivre,
qu'ils puissent avoir des projets potentiels à moyen terme. Et c'était pas du tout le cas, c'était compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que j'ai de mieux, quoi? On est une boîte qui tient, qui est solide, on a des investisseurs qui croient en nous. On est 40 passionnés. Au début, on était dizaines quand je suis venu à 6 ans. Et tout le monde me disait, mais tu sais, c'est bien ta manière de manager l'équipe, vous êtes 10, tu connais tout le monde, mais quand vous êtes 40, 50, et c'est ma plus grande fierté, on est 40 potes, on fait du crossfit tous les soirs ensemble, on va courir, on a un terrain de paddle, on est au Club Med, quoi, en fait. Et je suis arrivé à garder, on va dire, cette ambiance basée sur le noyau de départ. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. Et franchement, on ne peut pas nous citer mieux que ça. Après, tout le reste, c'est du bonus. Si on arrive à gravir les échelons et à aller se battre contre les géants américains, ben, génial. C'est ce on se lève pour ça aussi. Mais avant tout, on se lève pour continuer à vivre notre passion. Et aujourd'hui, on est quand même bien engagé. On a une visibilité et surtout, on a des projets à moyen et à très long terme. Donc tous les petits incidents, il faut passer au-delà. Monsieur Guillemant, vous êtes aujourd'hui à côté de Franck Zapata. Il y a 6 ans, vous étiez passionné par ce qu'il faisait. Aujourd'hui, quel est effectivement le mot que vous aimeriez dire? Merci à Franck Zapata pour ce qu'il fait. Écoutez, c'est plus que merci à dire, mais c'est surtout reconnaître sur son équipe, parce que je l'ai côtoyé dès leur arrivée mercredi, et je peux te confirmer que l'équipe est plus que soudée. J'ai vu la détresse au moment où tu étais en train d'hésiter à mérir, et puis à un moment donné tu me dis, j'étais aux côtés de ton épouse, elle était seule, on n'était qu'à 2, et puis le premier réflexe a été de prévenir tes enfants. Et c'est là que, avant d'avoir l'équipe, il y a la famille, et c'est là que les premiers réflexes humains se lisent, et que derrière, c'est d'abord les 2 enfants et la belle-mère, s'agissant de Christelle, je préviens de rassurer ta mère qui se demandait quand est-ce que, dans les secondes où tu étais récupéré, puis au moment où ça a été annoncé que tout allait bien, je pense que ça a soulagé. Alors bien évidemment, on a détecté le désarroi de l'équipe, je les ai vus affaler sur les rochers, en train de se morfondre, de récupérer. C'est le temps de l'émotion, mais c'est normal. Mais vous rebondissez vite, et par contre, je ne doutais pas de l'attention de Francky, parce que je me rappelle qu'en 2019, il s'est passé la même chose. Ils vont finir par maudire le 25 juillet, parce que ça fait 2 fois que ça se passe à 25 juillet. Si, Christelle, je ne reviendrai plus à 25 juillet. Mais ça a été son premier mot. Mais bon, en tout état de cause, c'est vrai que c'est difficile. Et quand c'était arrivé avec le flyboard, sans savoir ce qui s'était passé comme dégâts, tu dis on repart, on retente immédiatement, mais sauf que l'électronique était foutue et qu'il fallait réparer, et puis ça a été fait dans des temps records, donc je ne doute pas du rebond, et puis on l'entend déjà, et c'est ça, toute cette capacité, et c'est toi, c'est ta personnalité qui entraîne tout ça dans l'équipe, et puis c'est remarquable parce que il y a jamais un doute qui s'installe. Et comme on dit, une nouvelle machine qui vole, elle a besoin de tomber pour l'améliorer. Je pense que ça fait partie des codes de l'aviation. Et puis, heureusement, il vaut mieux que ça arrive de cette manière pour pouvoir progresser et puis améliorer cette technique, voir comment on recherche l'autonomie, l'équilibre entre l'électrique et le carburant pour toujours maintenir cette condition de poids qui ne peut pas être dépassée, parce que c'est là comment améliorer l'autonomie et avoir cette cogénération qui se produit ou à 500 watts près. Voilà, est-ce que si la batterie avait été plus forte, les 500 watts passaient et ça permettait de rentrer tranquillement? Il y a plein de questions. Et puis ce sont vos moteurs qui sont installés, donc c'est toute votre recherche, et c'est là que forcément il y a une frustration, puisque c'est vous, c'est votre conception. Ah là, on peut blâmer personne d'autre que il n'y a rien de commercial, tout a été. Et ça a été tout de suite les premières réactions de ton équipe, de dire merde, c'est nous qui les avons conçus, et parce qu'on voulait quelque chose de plus fort
pour justement, et puis bah, on répète, on peut pas comparer les temps de mer avec la traversée de la Manche, et on tourne en rond, on est dans une zone, on est limité, même si on fait pendant 1h30 ou 1h03, c'est pas pareil, on a tout prévu. Exactement. Et puis voilà, c'est mécanique, ça arrive, et puis bah ça n'empêchera pas de repartir, et puis la commune de Sangatte sera toujours là pour t'accueillir. Merci beaucoup. Des événements comme cela, je le dis Francky, ça fait résonner la ville de Sangatte et le Calaisis, et puis bah, je pense que c'est le meilleur endroit pour tous les pionniers de l'aviation, et c'est ce que tu recherches, et je pense que c'est une belle référence commune de t'avoir et d'être sur le Pas-de-Calais avec toutes les conditions étaient réunies. C'est vrai, écoutez, on avait une météo impeccable, l'organisation, on ne peut que remercier les services de l'État, ça a été au top, et puis Dieu sait si du côté technique il y a du travail, et nous du côté juridique, administratif, on en a eu énormément à satisfaire pour avoir toutes les autorisations, mais on sera toujours présent. Écoutez, merci beaucoup, et d'ailleurs vous me faites rebondir sur le fait que je remercie vraiment toutes les autorités, tout le monde, toute l'administration qui a travaillé sur ce projet, tout le monde a répondu présent. Adrien, il s'est battu jusqu'aux dernières secondes, tous les papiers à tout régler avec l'Angleterre, la France, etc. Tout le monde y a mis du sien, tout le monde a été à 100%. Voilà, aujourd'hui, on peut se blâmer qu'à nous-mêmes, on a échoué. Mais c'est quand même une machine qui est complexe. On a construit, comme vous dites, c'est nos propres moteurs, tout est construit de HKZ par nos soins. Et c'est pas qu'un seul produit, c'est des dizaines et des dizaines de produits cumulés. C'est fabriquer des hélices, des moteurs thermiques, des moteurs électriques. C'est un peu complexe, mais bon, disons que maintenant il faut encore mettre un petit coup de rein et ça va le faire. Bien, bon, en tout cas, je te remets la médaille de la ville. Ah ben merci. Tu me reçois, Laurent, ou pas?